suis Louise Gagné, membre des Oubliés de l'autobus. On est très content de vous voir si nombreux. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas notre organisme qui existe quand même depuis 2017. C'est un organisme à but non lucratif, bien sûr. Mais il y avait déjà des gens qui travaillaient pour le transport collectif 3, 4, 5 années avant. Et on a toujours cherché à ce qu'on ait des services de transport collectif dans toute la MRC, même Frémagogue. Je vous présente maintenant notre présidente, Colette Provost, qui sera votre animatrice pour l'événement. Elle est biologiste, spécialisée en pathologie humaine. Son père et ses oncles ont collaboré au Théâtre de la Marjolaine et c'était comme ça qu'elle est venue s'installer ici à Eastman il y a 30 ans. Maintenant, elle est retraitée, bénévole à temps plein. Ça veut dire beaucoup de travail. Et je vous la confie à toi, Colette. Bonjour tout le monde. Koué. Bienvenue à tous. Bienvenue aux candidats, candidates. Regardez bien en avant comment on nettoie le micro après avoir parlé. Merci, Louise. Le 7 novembre, on va voter pour tous les postes, c'est-à-dire que vous allez avoir à faire le choix de 7 personnes sur votre bulletin de vote. Alors, nous voulons connaître les candidats et leurs engagements pour les 4 prochaines années. En même temps que vous votez pour les représentants à la municipalité, vous votez pour la MRC. Il n'y a pas de vote direct ici pour la MRC. C'est la municipalité qui délègue son représentant et élit le préfet. Alors, on veut aussi savoir comment les candidats vont se positionner dans les dossiers régionaux. Le débat d'aujourd'hui, c'est la semaine des débats Viro vert. Une quarantaine de débats ont lieu à travers la province pour permettre aux électeurs et électrices d'entendre ce que leurs candidats, candidates ont à proposer comme vision d'avenir pour leur municipalité en regard des crises climatiques, sociales et environnementales. Le groupe Équiterre coordonne les 40 débats qui se tiennent dans autant de municipalités ou arrondissements à Montréal, avec la collaboration de nombreuses associations regroupées dans la coalition Viro vert. Et toute l'opération est financée par la Fondation David Suzuki. Pour l'élaboration des questions d'aujourd'hui, nous avons consulté les associations de citoyens d'Eastman et même les enfants de l'école Val-de-Grâce nous ont fait des suggestions. Tous les candidats ont été invités. Alors, ce débat est un débat non partisan et l'ordre de prise de parole sera déterminé au hasard. Mon rôle d'animatrice et modératrice exige de faire respecter les règles de décorum et de vous assurer que le débat se fasse dans le respect. Alors, je demande aux candidats et candidates de ne pas intervenir en dehors de leur temps de parole et d'employer un langage et un ton respectueux. Je demande aussi à l'auditoire de respecter les candidats et candidates et les idées proposées par chacun et chacune. En ce sens, il ne sera pas toléré d'émettre des commentaires, d'applaudir, de chahuter ou de faire des sons en guise d'approbation et de désapprobation. J'ai confiance que vous allez tous m'aider à assumer mon rôle de manière la plus agréable et facile possible. La semaine dernière, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a reconnu le droit à un environnement sain comme droit fondamental. C'est dans cet esprit que j'entame ce débat par une première question. Alors, la première question, comme on a dit que ce serait au hasard, la première question sera posée aux candidates à la mairie, dont j'ai les noms ici. Alors, au hasard, dans l'ordre, voulez-vous tirer? Ah, ben c'est vous. Alors, vous pouvez mettre le papier devant vous pour vous identifier. Louise Gagné va garder le temps. Alors, pour la première question, vous avez 3 minutes parce que vous devez un peu vous présenter avant de répondre à la question. Alors, on vous donne 3 minutes. Quand il vous restera 30 secondes, Louise va faire un signe en levant un doigt. Et quand ça va être fini, en levant la main complète? Oui? Parfait. Alors, la première question. La pandémie a provoqué une augmentation du nombre de résidents permanents et de mise en chantier à Eastman. Dans ce contexte, nous aimerions savoir quelle est votre vision d'avenir pour Eastman. Comment voyez-vous les projets de développement à venir et les possibilités d'occupation du territoire? Comment allez-vous intégrer le développement vert dans votre plan d'urbanisme? Alors, oui, s'il vous plaît, vous allez au micro parce qu'on ne doit pas promener le micro à cause des mesures sanitaires. Et vous répondez, et ensuite, vous prenez une petite lingette, puis vous nettoyez le micro. Alors, bonjour à tous. Alors, comme on m'a demandé de me présenter en premier, je m'appelle Nathalie Lemaire. J'habite à Eastman depuis 32 ans maintenant. C'est ici que j'ai décidé de fonder ma famille. Et je suis élue au conseil municipal depuis 12 ans.
Les derniers mois l'ont été... J'étais comme conseillère, mais à la suite de la démission de M. Laramé, j'ai pris le poste de mairesse depuis le mois d'août. Et ça m'a un peu donné le goût de continuer le travail et de me présenter donc à ces élections-ci. Pendant mes 12 années, j'ai travaillé sur plusieurs comités. J'ai été pendant 8 ans présidente du comité d'environnement. Je me suis occupée depuis 12 ans du trait d'union, notre bulletin municipal. J'ai siégé aussi sur les comités cœurs villageois, loisirs, art et culture dans les 8 dernières années. J'en oublie sûrement, là. En tout cas, j'ai pas mal touché à pas mal tous les comités. Ceux où je n'ai pas siégé, c'est sûr que je me fiais sur mes collègues qui siégeaient, qui nous faisaient des comptes rendus réguliers. J'ai toujours pris le soin de m'informer avant de prendre des décisions, puis c'est un peu ça que je continue de faire. Mon but, là, c'est d'avoir un village qui continue de s'agrandir de façon harmonieuse, le plus respectueuse possible de notre environnement et surtout dans l'harmonie. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup rencontrer les gens, les écouter. Je suis capable d'écouter les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Ça ne me dérange pas pantoute. Je suis même très contente qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec moi pour pouvoir enrichir mes connaissances. Donc, c'est dans ce but-là que je me présente parce que j'aimerais continuer à faire grandir notre village. Alors, pour répondre à la question, vous savez que vous avez tous remarqué qu'Eastman est effectivement un village très, très populaire. On est très loin de certains villages qui se dévitalisent et dont les écoles ferment des classes et tout ça. Nous, c'est un peu le contraire. Je vais rappeler que le développement résidentiel qui nous a permis à Eastman de maintenir et de voir progresser beaucoup de services. Vous le savez tous, hein, on a une école dynamique, un CPE, là, la garderie est en train de s'agrandir. Je vais aller vite hein, parce qu'il me reste 30 secondes. En tout cas, on a beaucoup de services médicaux, l'épicerie, etc. Tout ça, c'est parce qu'on a un développement qui vient nous enrichir graduellement. Depuis 2012, la date où j'ai commencé à siéger, beaucoup de réglementations a été ajoutée pour protéger l'environnement et nos paysages. On a à peu près une 60aine de règlements qui ça veut dire que j'arrête, là? Oups! Alors, excusez-moi, j'ai pas bien évalué mon temps. OK, je peux parler encore? Ah, OK, d'accord. Alors, je reviendrai tantôt. Je vais laisser la parole à Heidi. Le temps commence. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Heidi Fortin. Je suis... Oui. Oui. Bon. Donc, je suis native d'Eastman. Mon père était conseiller, mon grand-père était maire. La politique, on aime ça dans la famille. Et moi, je suis conseillère depuis 4 ans. D'ailleurs, je suis déjà mère, mais mère de 4 enfants. Et moi, disons, j'ai eu la chance d'être élevée au milieu des chevaux et des vaches. J'ai l'agriculture de tatouer sur le cœur. J'ai vécu 13 ans et demi sur une ferme laitière comme seul revenu. Je connais tout ce qui est sacrifice, résilience pour les choses qu'on a à cœur. En ce moment, ce que j'ai à cœur, c'est mon village. Et mon village, il m'inquiète ces temps-ci. Puis c'est pour ça que je me présente comme mairesse. Je suis inquiète pour sa sécurité, la sécurité des gens qui y habitent. Je suis inquiète pour la nature et je suis inquiète pour mes enfants. La vision que j'ai de mon village, c'est que je souhaite que le développement qui s'y passe soit durable, que les vies qui s'y trouvent aient de l'espoir. Moi, ça, c'est un mot qui est important à mes yeux. Puis j'espère que vous allez le comprendre aujourd'hui. Si vous voulez de moi comme mairesse, ça va être parce que vous allez être d'accord à ce qu'on prenne une pause sur le développement. On a besoin. Moi, je n'ai pas les solutions aujourd'hui. Ce que je vous suggère, c'est d'essayer. Je vais être là pour essayer. Puis pour essayer, là, je peux vous le dire, derrière moi, j'ai un paquet de gens
qui sont prêts à m'aider. En ce moment, là, vous n'avez juste pas aidé durant ma campagne des urbanistes, des gens en communication. C'est immense, les appuis que j'ai, et c'est rien encore. Parce que je vous le dis, puis vous devez le sentir vous autres aussi, ce qui se passe sur la planète en ce moment, c'est pas normal. Ça commence à l'échelle locale. On ne pourra pas tout régler tout de suite, puis tout d'un coup. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on commence. Merci. On va passer maintenant au siège numéro 1, où les candidats sont Maurice Séguin et Claude Deshôtels. Alors, on va encore une fois tirer au sort. Voulez-vous tirer, s'il vous plaît? Oh, il n'est pas là! Ah. Bon. OK, on ne tirera pas au sort. Claude Deshôtels. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Claude Deshôtels. Je vais vous parler un petit peu de moi. Ma vie professionnelle s'est déroulée dans la région de Sorel-Tracy. J'étais conseiller en formation à l'éducation des adultes, c'est-à-dire tous les jeunes qui n'ont pas terminé leur secondaire, qui reviennent aux études et avec lesquels on travaille. Mais j'étais aussi à Sorel très impliqué dans les organisations communautaires et aussi dans la fondation de quelques entreprises d'économie sociale. Je fréquente Eastman depuis 47 ans. En effet, en 1974, j'ai commencé à fréquenter le lac Stouclé. Toutes mes vacances d'été y sont passées, plusieurs fins de semaine. J'y habite à temps plein depuis 2009. Et depuis 2010, je suis membre du conseil d'administration de l'Association Protection de l'environnement du lac Stouclé, où j'exerce des fonctions de direction avec d'autres membres du conseil. Concernant le plan de développement, première chose, le développement, c'est inévitable. On ne peut pas mettre un bouchon là-dessus complètement, mais il faut avoir un développement durable, un développement aussi dans un contexte sain. Et s'ajoute aussi une nouvelle donnée, un développement dans un contexte de crise climatique. Parce que ça aussi, il va falloir en tenir compte, et ça assez rapidement. Ici, à Eastman, excusez, je pense qu'on a un petit problème. Notre développement est un peu un développement de type popcorn. Lac Parker, un autre développement là, un autre là, un autre là. On dirait qu'il n'y a rien de planifié, d'organisé. Et comme ça a déjà été dit au CCE, ce sont les propriétaires, les entrepreneurs, les contracteurs qui décident quand un développement se met en place, quand ça va se faire, et à la vitesse à laquelle ça va se faire. Et la municipalité n'a comme qu'à subir un peu ces effets-là. Avant d'aller au plan de développement lui-même, je pense que nous avons aussi des travaux à faire. Il va falloir finaliser l'inventaire des corridors phoniques. Il va falloir aussi cartographier de façon très précise tous les milieux humides avec des points GPS et aussi, en plus de les cartographier, les caractériser. Finalement, je pense qu'il nous faut un plan de développement spécifique pour le village. Notre village, je pense qu'il est en déficit d'amour. Il y a comme des endroits qui sont plus problématiques que d'autres. Il faut aussi diversifier la population. On aura besoin de résidences pour des jeunes familles à loyer abordable, résidences pour les aînés. Il faut être capable de placer physiquement. Ça va être quoi l'avenir des services collectifs qu'on a besoin dans notre village? Actuellement, ça s'en va, puis on profite des opportunités, mais il n'y a pas de planification pour le village et ça n'en prend une spécifiquement sur ce sujet-là. Merci. Merci. Au siège numéro 2, Antonio Barbieri et Lucie Lantaigne. Je pense que seulement Lucie Lantaigne est ici. Alors, bonjour. Merci de m'accueillir. Je vais vous parler de moi en 3 volets. Premier volet professionnel. Je suis une gestionnaire. J'ai été entrepreneur. J'ai été directrice d'organismes à but non lucratif, dont Vélo Québec, le Parc linéaire, le Petit Train du Nord. Dans les 5 dernières années, les années où je suis venue m'implanter à Eastman, je me suis spécialisée au niveau de l'expertise conseil. Moi, ce que je fais dans la vie, c'est que j'accompagne les MRC, les municipalités, dans le cadre de plans stratégiques, de plans directeurs dans le domaine du vélo, du plein air et du transport actif. Donc, c'est un très beau métier en passant, on a bien du plaisir.
Deuxième volet, volet de mes valeurs. Moi, une des valeurs auxquelles je tiens beaucoup, c'est l'écoute. Là, aujourd'hui, je vais parler blablabla, mais vous, ce que vous avez à me dire, vos préoccupations, pour moi, c'est important. Puis de les comprendre aussi, je n'ai pas fini mon porte-à-porte, donc ça, je serai toujours à l'écoute, puis je vais être là pour vous représenter, si je suis élue, bien sûr. Troisième volet, pourquoi je me présente en politique? Parce que c'est nouveau pour moi, là, je suis, c'est un peu une petite folie, mais bref. Près de chez moi, j'ai constaté dans les 2 dernières années une dégradation de la nature, puis ça m'a beaucoup inquiétée, notamment un milieu humide qui est en train de se drainer présentement. Puis je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, Lucie? Puis ma réponse a été, bien, implique-toi. C'est ça, puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vous parler. Au niveau de la question, c'est vraiment sur les développements, le développement. Pour moi, ma vision, c'est oui au développement, mais il faut s'assurer que les développements respectent les limites de la nature. C'est ça qu'on veut être sûr. Comment? Bien, il faut comprendre nos impacts. Il faut comprendre, puis j'y reviendrai à l'autre question. Peut-être que je vais être plus vite finalement, mais en tout cas, bref. Et dans la question, on nous demandait quels sont les outils. Claude en a parlé beaucoup, je ne veux pas répéter, mais il y a un outil qui s'en vient, je crois, si je ne me trompe pas, mais on va avoir à faire une revision de notre plan d'urbanisme. C'est un outil parmi tant d'autres, mais en 2022, vous me direz là, si je ne suis pas dans l'erreur, mais ça va être une belle opportunité parce qu'un plan d'urbanisme, c'est une démarche citoyenne. Il y a une consultation citoyenne de se donner une vision collective, une vision stratégique du développement à Eastman, puis de trouver, je suis pas mal sûre qu'on veut trouver cet équilibre-là entre développement et protection de la nature. Merci. Merci. Au siège numéro 3, Yves Boileau et Agnès Magé-Grandmaison. Vous voulez-vous tirer, s'il vous plaît? Madame Grandmaison. J'ai votre OK. Bien, bonjour tout le monde. Merci de vous déplacer un samedi après-midi pour venir prendre part à la démocratie. Merci aux oubliés de l'autobus qui nous permettent d'avoir une tribune pour l'environnement. C'est super. Donc, je m'appelle Agnès Magé-Grandmaison. Je suis native de Eastman. J'ai travaillé dans différentes municipalités, donc Vaudreuil-Dorion, la municipalité de Potton, que ce soit en loisirs, que ce soit pour ce qui est de l'environnement. Et puis, présentement, là, je suis à la MRC de la Haute-Yamaska. Je suis coordonnatrice d'économie circulaire où est-ce qu'on essaie de trouver des débouchés pour des déchets qui sont des industries, des commerces, des institutions. Donc, donner une seconde vie à des choses qui ont encore une valeur, qu'on appelle déchets, mais que j'aime mieux dire ressources. Mon choix de me présenter pour mon village, c'est vraiment un choix qui me provient de mon plus profond du cœur, et puis un choix de m'impliquer, en fait, pour mon beau-fils, pour ma jeune fille aussi, pour leur offrir une planète qui aura du bon sens dans plusieurs années, pour qu'ils puissent continuer à être bien sur notre planète Terre. Donc, je pense que le développement intelligent se fait à partir des plus petites municipalités. Il y a aussi le gouvernement provincial, fédéral, qui ont leurs actions à porter, mais au municipal, il y a tellement de choses qu'on peut faire, tellement d'emprise qu'on a sur justement le développement du territoire. Est-ce qu'on peut conserver nos arbres, tout d'abord, au lieu d'en couper puis d'en replanter des nouveaux ensuite? Est-ce qu'on peut, par exemple, voir quels sont les joyaux dans notre village? Quelles parties sont les plus importantes pour nous, auxquelles on tient, que ce soit des apports écosystémiques, comme on dit, donc qui jouent un rôle important dans l'écosystème, ou bien encore des endroits qui nous sont à cœur, qui nous tiennent vraiment à cœur, où est-ce qu'on peut aller faire du récréotourisme, où est-ce qu'on peut aller se sentir bien dans la nature. Donc, faire une révision de quels sont les joyaux d'Eastman tout d'abord, et puis, bien sûr, consulter la population, consulter les études aussi scientifiques, et ensuite, bien, on détermine qu'est-ce qu'on veut préserver et on fait notre plan d'urbanisme en ce sens. Merci. Merci. Monsieur Boileau, ça sera à vous.
Bonjour, mon nom est Yves Boileau. Je me présente au poste conseiller numéro 3. Je demeure dans le secteur Mon Bon Plaisir. Je pense que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais personne de ce secteur-là qui a été en candidat pour éventuellement être sur le conseil municipal. Je suis éducateur spécialisé de formation. J'ai travaillé pendant une quarantaine d'années dans plusieurs OBNL et de services sociaux, surtout axés sur, par exemple, la petite enfance, les personnes âgées, les ex-détenus et aussi, j'ai beaucoup travaillé en psychiatrie légale. Je vous dirais que présentement, dans cette campagne électorale-là, ce qui m'attriste un peu, c'est que, sans occulter qu'il faille absolument parler d'environnement et de développement, mais on oublie que aussi dans ce village, il y a des personnes âgées, il y a des personnes vieillissantes, il y a des enfants. On ne parle pas beaucoup dans cette campagne de l'humain, des gens qui vivent dans l'environnement et des gens qui vont être touchés par les changements climatiques, les gens qui vont être touchés par le développement. C'est une des aspects qui me touchent beaucoup, le développement social, l'humain. Ça a été toute ma carrière. Je pense que aussi, il y a des gens, bon, Agnès est une personne très axée sur l'environnement, Mme Lantaigne aussi, mais la bonne constitution d'un conseil municipal doit passer par une diversité d'expertise. Et je pense être une personne qui pourrait apporter quelque chose d'intéressant au niveau social puis le développement social et dans notre village. Je vous remercie. Merci. Numéro 4, Lucie Magé et Carole Boivin sont tous les deux présents. La bonne enveloppe, oui. Voulez-vous tirer, s'il vous plaît? Alors, M. Boivin, c'est à vous. Votre minuterie fonctionne? Oui. Je peux commencer directement. Bonjour. Je suis candidat sortant au poste numéro 4. Donc, je suis arrivé en 2017 avec un petit bagage, pas municipal, mais quand même de petit village qui s'appelle Harford-sur-le-Lac. J'ai été dans l'organisation d'Harford-sur-le-Lac pendant plusieurs années, dont 7 ans à la présidence. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec la municipalité. Ben oui, pas mal, parce que nous, on a un parc pour enfants, on a des courts de tennis, on a une plage, on a une salle communautaire, on a des routes, on a des gens qui se construisent, des gens qui demandent des permis. Alors, on passe à travers ce processus-là avant, souvent, que ça arrive à la municipalité. Ensuite, j'ai été dans l'organisation de l'Appelard pour la protection du lac Harford. Moi, je ne fais pas juste parler d'environnement ou dire que c'est important, je le fais. Donc, quand il pleut, il fait froid et tout, moi, je vais faire des prélèvements sur le lac où je vais arracher de la phragmite ou des roseaux communs, du potamus crépus il y a 2 semaines. Alors, moi, je le fais. Je ne fais pas juste en parler. Là, présentement, je suis trésorier de l'Appelard. Ça me permet de pouvoir arriver, par exemple, dans des comités comme le CCE, puis de parler un peu en connaissance de cause, parce que je le fais depuis 20 ans. C'est vrai que c'est un niveau autre, puis c'est le niveau d'un lac au lieu de 4 lacs, mais c'est pas tellement différent. Mon background, moi, je suis un informaticien. J'ai travaillé en télécom, en informatique. J'ai fait surtout de la gestion et de la direction des ventes pendant les années où je travaillais. Ça fait 32 ans que je suis ici, à Eastman. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je couche 4 soirs par semaine au lieu de 7. Mais là, ça fait 2 ans, depuis la pandémie, que je suis arrivé ici et je n'habite plus nulle part ailleurs. Donc, je connais quand même pas mal la municipalité. La première question qu'on posait, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement immobilier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui veulent venir. Il y a une bonne raison. La sortie 106, c'est proche de Montréal, juste 1 heure. On a encore beaucoup d'arbres. Et quand vous regardez la montagne, à partir de Mon Bon Plaisir ou à partir de l'autoroute, on ne voit pas de maison, ou on en voit juste une, puis peut-être pas ici aujourd'hui, mais toutes les autres, on ne les voit pas. Donc, ça dit quand même que ce qui a été développé, ça a été quand même bien développé.
je vous dirais mieux que dans Harford-sur-le-Lac, parce que Harford-sur-le-Lac, avec ses toits oranges, puis des constructions sur des demi-acres, on est collé. Moi, quand je veux me promener dans Vertande, là, il y a des gens qui peuvent se plaindre de Vertande, mais moi, j'arrive là, puis je vois une maison sur 2 acres, une autre maison dans le bois, à 100 pieds du bord. Et c'est eux qui construisent sur 1 acre minimum. Il y a des territoires, des sections d'Eastman où on construit. Ah oui. Voulez-vous le tirer? Numéro 5. Au poste numéro 5, Patrick McDonald et Anna. Oh, excuse-moi. Je suis déjà rendue au numéro 5. Bonjour, je me présente moi aussi au siège numéro 4. Mon nom est Lucie Magé. J'ai élevé ma famille à Eastman et aujourd'hui, ce sont mes 5 petits-enfants qui vont de ça. Ça m'émeut de vous dire ça. Je m'y suis impliquée tout au fil des années. Déjà au conseil d'administration de la CPE La Pleine Lune, qui était à Magog à l'époque, au comité de parents de l'école Val-de-Grâce. Ensuite, même à un comité de citoyens, quand il a été question qu'il y ait un gazoduc qui traverse Eastman pour faire en sorte de l'influencer dans sa trajectoire et ses façons. Ensuite, dans le taxibus, vers 2015, Madame Gagne, bonjour. Et puis, plus dernièrement, le marché public d'Eastman qu'on a co-démarré avec un comité vers 2018 et même un peu avant. Alors, pour moi, le développement durable, ce n'est pas qu'une expression ou un objectif incontournable de nos jours. C'est mon métier. J'ai une maîtrise en gestion du développement durable avec laquelle j'étais experte conseil aussi. J'ai accompagné les entreprises dans leur virage. Les entreprises, les organisations publiques et même des projets. J'ai géré beaucoup de projets en développement durable, donc la consultation, les politiques, les plans d'action, les mises en œuvre, les comités, ça me connaît. Et j'ai l'impression que c'est en continuité avec ça que je veux m'impliquer dans mon village. Excusez-moi. C'est ça. Puis je connais aussi beaucoup le territoire pour m'être... j'ai géré les sentiers de l'Estrie, d'abord comme bénévole responsable de la zone Bolton qui traverse Eastman. Ensuite, comme directrice pendant 5 ans, où j'ai mis l'organisme Pignon sur rue avec équipe de travail, structuration des bénévoles, dynamisation de l'organisme, réfection des sentiers avec tous les montages financiers. Puis j'ai aussi été coordonnatrice de Missisquoi-Nord, moment où on a créé le sentier ici au sud de l'autoroute. Donc, pour mes capacités, je pense qu'il y a une continuité là, à se présenter pour continuer dans le milieu municipal. Au niveau plan de développement, moi, je salue la belle politique familiale, famille et aînés. Pas déjà? Politique famille et aînés, je la salue. C'est suite à un comité de consultation, des beaux enjeux identifiés, des belles pistes d'action. Maintenant, ça en prend une aussi pour le territoire. Je pense que la pause à laquelle on réfère, c'est une pause pour consulter par et pour chacun des secteurs. Ça prend un plan clair. Certains se rappelleront de la baie de Magog quand il y avait eu un promoteur qui avait voulu ensabler la plage et la mettre sous verre pour créer un Disney World. Bien, il n'y avait pas de plan. Les gens n'avaient pas donné leur vision claire du développement. Merci beaucoup. Au poste numéro 5, Patrick McDonald et Anne-Marie Larivière. Le tirage a déjà été fait et c'est Madame Larivière qui va parler la première. Bonjour, chers citoyens d'Eastman. Mon nom est Anne-Marie Larivière. J'ai été résident saisonnier pendant 49 ans et maintenant un résident depuis 7 ans. Mon implication aujourd'hui comme candidate aux élections 2021, siège numéro 5, vient d'un esprit de passion pour Eastman,
depuis longtemps. Je me présente en tout dévouement, en intégrité, pour siéger sur le Conseil pour le bien-être de tous. J'aimerais que mon petit-fils Jacob ait la joie de côtoyer Eastman aussi longtemps que moi, dans un milieu sain, avec les milieux humides, protégés, les lacs en santé plus que jamais, et les forêts et montagnes avec sentiers en tranquillité. Je n'ai pas d'expérience sur un conseil municipal. Par contre, mon travail du passé m'a exigé des moyens de travailler avec les gens en équipe. Il faut être à l'écoute pour analyser des situations et trouver des solutions ensemble. 5 semaines de campagne électorale n'est pas assez long pour vous tous connaître. Une fois élu, je m'engage à comprendre plus vos préoccupations. Voici que je suis. Et ma vision exige un plan stratégique pour l'avenir où le développement durable complète les facteurs environnementaux. Nous avons des projets en cours à Eastman qui respectent les règlements requis. Mais, à mon avis, nous devons revoir ces règlements pour assurer la protection de notre environnement. Nous devons aussi créer la possibilité que les jeunes familles, les familles moins jeunes et nos aînés puissent vivre à Eastman si elles le désirent. Merci. Merci. Monsieur McDonald. C'est bon? Bonjour, je suis Pat McDonald. Non? OK, c'est pas vrai, j'ai oublié tout ce que j'ai dit. C'est une pratique. Ça pourrait être pire, vous pourriez vous présenter aux élections. C'est collant. Bon, là, c'est vrai que je m'appelle Patrick McDonald. Je suis natif d'Eastman, un autre. J'ai grandi ici. À un moment donné, il a fallu que je sois un peu infidèle à mon village parce qu'il n'y a pas d'université ici. Ça fait que je suis allé poursuivre des études pas mal trop longues. Un petit peu partout, un doctorat en microbiologie, immunologie, un postdoc en Italie de 3 ans, ça fait que je parle italien. Un autre postdoc de 3 ans au Colorado. Puis après ça, je suis revenu comme professeur à l'Université de Sherbrooke parce que je voulais revenir dans mon village. Je voulais que mes 3 filles que j'ai élevées ici, puissent grandir dans le même village, dans le même environnement où moi-même j'ai grandi. Allô, Alain, il était dans ma classe. Ça me tenait à cœur. Puis tellement que, financièrement, c'était vraiment pas un bon choix de revenir ici. J'avais des bien meilleures offres aux États-Unis puis dans l'Ouest, mais Eastman, c'est chez nous. Ça fait que je suis revenu, puis fait qu'en 99, fin 99, puis ça fait 22 ans maintenant que je suis professeur à l'Université de Sherbrooke, que j'ai un laboratoire de recherche où on fait de la biologie moléculaire, etc., dans le contexte de l'immunologie, bon, blablabla. Vous verrez ça sur mon feuillet électoral si jamais j'arrive à le produire. Ce que je veux ici, comme pour être réélu, je suis ici depuis 2009 au conseil municipal. À l'époque, la montagne était diablement menacée. On avait un promoteur qui nous promettait 1200 maisons dans cette montagne-là, un club med, un hôtel, des pistes de ski, en tout cas, toutes sortes d'affaires. Puis, en tout cas, un matin, quand j'ai regardé, le couvert forestier est encore pas mal intact, à part 3 maisons qui ont été érigées avant 2009, fait que je ne peux pas être blâmé pour celle-là. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, puis mon engagement ici, ça a été toujours sur le contexte de l'environnement. J'ai été un des moteurs, pas le seul, de la grande réforme réglementaire de 2012 qui a commencé à mettre en place un paquet de dispositions pro-environnementales, un paquet de contraintes qu'il n'y a pas un promoteur qui aime en passant. Puis on en a une 60aine de dispositions pro-environnementales désormais dans notre réglementation. Ce qu'on veut, on a une occasion avec le nouveau plan d'urbanisme d'asseoir. Le plan d'urbanisme, ça chapeaute toute la réglementation, puis on a la chance, pas unique, mais rare, parce que ça arrive aux 10 ans à peu près, de faire en sorte que notre plan d'urbanisme soit résolument tourné vers l'environnement. Il y a déjà des dispositions, des orientations là-dedans, mais là, je pense que ça devrait être la pierre d'assise. J'ai toujours pensé ça. Puis le consensus social y est. On doit avoir des consultations publiques pour affermir puis donner des assises. Il me reste 30 secondes, c'est ça? OK.
On doit également terminer, en fait, on est en train de terminer des études de migration des espèces. Ça va nous permettre de faire des dimensions minimales de terrain pas mal plus grandes parce qu'on appuie ça sur du solide. L'idée, c'est toujours, puis la même chose, on a des études de fragilité des sols qui s'en viennent, on a plein d'autres affaires. Puis j'ai plein d'autres mauvaises idées pour des promoteurs. Ce qui fait que quand on met en place des mesures, l'idée, c'est que ce soit difficilement contestable. Pas juste de dire, oh, à partir de demain, j'ai interdit ci, j'ai interdit ça. Ça va être contesté, le monde engage des avocats. Oh, je m'arrête là-dessus, donc votez pour moi, qu'un. Merci. Au siège numéro 6, Léonore Pion et Charles Simard. Oh! C'est là. Je m'excuse. Oui, c'est ça. J'ai sorti la poignée. Charles Simard. Alors, bonjour, je m'appelle Charles Simard. Là, je suis né et j'ai grandi à Eastman. La vie m'a envoyé étudier et travailler à l'extérieur, mais je suis revenu en 2017 m'établir ici pour de bon. Mais je suis toujours revenu, année après année. On peut dire que j'ai Eastman tatoué sur le cœur et je suis toujours revenu voir mes parents et faire plein d'activités avec mes enfants ici dans la région. Je vais être bref sur mon expérience parce que je veux surtout parler de la réponse à la question. Alors moi, j'ai travaillé, je suis diplômé en géologie des travaux publics et j'ai travaillé toute ma vie dans les sciences de la Terre. Alors, on parle de géotechnique, hydrogéologie, matériaux, environnement et gestion de projets d'ingénierie les dernières années. Alors, on parle de projets majeurs tels que dérivation Rupert et les projets Romaine 1, Romaine 2, Romaine 3, Romaine 4. Alors, je vais répondre à la question. Alors, premièrement, l'augmentation de la population Eastman, ce n'est pas juste de la pandémie, c'était déjà en progression. La pandémie a donné un petit coup de plus, c'est sûr, mais selon les vérifications que j'ai effectuées, ça devrait se stabiliser dans le temps, mais il n'en demeure pas moins Eastman est dû pour grandir. Alors, il faut en tenir compte. Et je pense que qu'est-ce qu'il faut faire, c'est en tenant compte justement de l'environnement. Alors, deuxièmement, je suis persuadé que l'avenir je vais lire mes notes, si vous permettez, parce que je ne suis pas tellement habitué à parler en public sans notes. Alors, deuxièmement, je suis persuadé que l'avenir d'un développement vert à Eastman passe la révision de notre plan d'urbanisme qui découlera de la mise en vigueur prochaine du nouveau schéma d'aménagement du développement durable, le SAD. La révision de notre plan est d'ailleurs une des raisons principales qui m'a motivé à poser ma candidature au poste 6. Alors, ce plan, il est peu connu de la population, mais en fait, c'est la Bible qui va nous guider pour le futur. Plus particulièrement, il sera possible de réviser tout lorsque le plan va être mis en vigueur, nous allons devoir réviser notre plan d'urbanisme. Et plus particulièrement, il sera possible de réviser toutes nos intentions d'occupation de territoire basées sur les plus récentes études qui ont été faites par la MRC et nos études qui ont été faites à la municipalité. Alors, par exemple, la MRC a fait de la cartographie exhaustive de tous les milieux humides et cours d'eau. Un autre exemple, Eastman a fait faire des études sur les corridors fauniques. Le comité des maires, formé par la MRC, dont faisait partie notre maire Yvon Laramé, s'est penché depuis plus de 2 ans sur l'évolution des besoins en environnement et ont statué son importance. Dans le plan, la preuve en est que sur 19 actions du plan d'urbanisme, il y a 11 actions qui portent directement sur l'environnement, sur la protection environnementale. Il va sans dire que le nouveau SAD met la table à une occupation adaptée à la conscience environnementale actuelle qui ne fait aucun doute que le développement vert prendra une part importante dans notre plan d'urbanisme. Plus spécifiquement, 30 secondes? Plus spécifiquement, j'aimerais souligner quelques pistes de développement vert qui m'apparaissent importantes. La première, c'est un renforcement. On reviendra. Merci. Léonore Pion. C'est bon? Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Mon nom est Léonore Pion, j'habite au lac Parker. Je ne suis pas née à Eastman. Je n'ai pas grandi à Eastman. Est-ce que ça me rend fréquentable? Encore, j'espère. Je pense que je suis une personne assez respectable. En fait, je suis née en Afrique d'une mère britannique, d'un père français. J'ai grandi en Europe, en France, et je suis arrivée ici au début des années 2000. Je me suis installée à Montréal et je suis arrivée ici il y a 3 ans, vraiment par hasard. Une bonne vieille villégiateuse, villégiateur, et je me suis réveillée en me disant « Oh, je me sens bien ici ».
Et parfois, ça prend juste ça pour s'installer quelque part. Donc c'est ça qui est arrivé avec moi il y a 3 ans. Je me réveille ici le matin et je me sens bien pour la première fois depuis des semaines. C'était un bon signe. Dans la vie, je suis chef cuisinière. Je suis aussi chef d'entreprise. J'ai ouvert une entreprise d'économie sociale à Magog. L'idée d'une entreprise d'économie sociale, c'est pas nécessairement de faire beaucoup d'argent, beaucoup de profits, mais de remettre ces profits-là au service de la communauté. Donc nous, on transforme des aliments qui sont issus du circuit de récupération. On donne la moitié de notre production à l'aide alimentaire et l'autre moitié de notre production est vendue, ce qui nous permet de financer et l'entreprise et les salaires et les charges et les dons. Tout ça ensemble. C'est ça, c'est ce que je fais dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Je fais exactement pareil. Je m'implique dans mon milieu, dans le milieu communautaire. Pourquoi? Parce que je pense que le maillage social et le lien social, c'est absolument nécessaire et essentiel. Et en fait, c'est la vision et la plateforme électorale, si je puis dire, que je vous apporte aujourd'hui. C'est une plateforme de collaboration, de participation citoyenne, de mixité sociale et de lien social. Je voudrais, en tant que futur élu, soutenir toutes les actions qui vont permettre de solidifier ce lien social-là. Vous avez peut-être entendu parler de moi par le biais du frigo communautaire. Je fais partie des initiateurs de ce beau projet et ça permet aujourd'hui à une 50aine de familles vulnérables d'Eastman de compléter leur panier d'épicerie, de faire quelques économies peut-être et peut-être de s'acheter une bouteille de vin à la fin. Hein? Alors, 30 secondes, ça veut dire 30 secondes. Ma vision pour le village, du lien social et encore du lien social. En ce qui concerne les projets de développement, cartographie précise du territoire, protection de certaines zones, et on décide que certaines zones sont non constructibles. Et enfin, pour le développement vert, 2 critères, acceptabilité environnementale des projets, acceptabilité sociale des projets. Si l'un ou l'autre ne passe pas, on arrête. Merci. La question numéro 2 est posée aux 2 candidates à la mairie seulement. Certains citoyens risquent de ne plus avoir les moyens de vivre ici. Les prix des maisons et des terrains ont augmenté considérablement dans les dernières années et l'offre en logement sur le territoire est faible. Les municipalités ont un rôle de premier plan à jouer et de nombreux leviers à leur disposition. Politique d'inclusion, achat de terrains stratégiquement situés, soutien et accompagnement de promoteurs immobiliers, planification et aménagement d'écoquartiers. Que prévoyez-vous pour que chaque famille puisse avoir accès à un logement abordable et de qualité dans notre collectivité? Alors, Mme Fortin va répondre d'abord. 2 minutes, oui. Merci. Rebonjour tout le monde. Cette question-là, elle me touche beaucoup parce qu'on l'a étudiée et approfondie dans la politique familiale. Et j'étais la répondante pour tout ce qui était le volet famille. Dans la politique, ce qu'on a abordé surtout, c'était justement que les gens demandaient des habitats différents, des habitats partagés, des façons d'habiter notre village, que c'est plus simple pour les personnes âgées, que c'est plus simple aussi pour les familles, et essayer une mixité au travers de tout ça. Ça, c'est une partie de la solution, parce que la municipalité peut se porter acquéreur de terrain, encore faut-il trouver les promoteurs. Après avoir trouvé les promoteurs, il faut mettre les standards, les attentes que notre village a. Et ça, ce sont des choses qui sont déjà en route. L'autre chose où est-ce qu'on peut s'améliorer et qui fait aussi partie de la politique familiale, c'est de promouvoir l'accès à des logis mieux adaptés pour nos gens. Moi, je me souviens, mon père a eu le cancer. Et en dernier, il perdait connaissance partout. C'était difficile. Et pourtant, il voulait rester chez eux. Je suis certaine qu'il n'est pas le seul. Les gens veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Donc, si la municipalité aide les citoyens à mieux connaître les programmes qui existent, parce qu'il y en a au Québec. J'ai encore 30 secondes? OK, c'est bon. Et une autre chose qui me touche beaucoup, qui ne faisait pas partie de la politique familiale, c'est le prix de nos taxes. J'aimerais ça qu'ils ne bougent pas trop, nos taxes. Ça, comme mairesse, je m'engage vraiment à ce que ça reste stable
Et développement, pas développement, je vous assure qu'on a les moyens, comme communauté, d'habiter notre village. Alors, bonjour. Comme vous le savez, les municipalités, on n'a pas beaucoup de pouvoir sur le prix des propriétés. L'offre et la demande, c'est ça qui fait que les prix augmentent. Ce n'est pas un problème spécifique à Eastman, c'est pas mal partout. Dans toute la MRC, c'est le même problème. Puis on est très conscient qu'on manque de logements à Eastman. Ça, c'est un vrai problème. Trouver un logement abordable pour chaque famille, on peut essayer, mais je ne suis pas sûre qu'on va réussir à tout satisfaire toutes ces demandes-là. Mais vous savez qu'il y a quelques années, il y a à peu près 5 ou 6 ans, la municipalité a acheté un terrain proche du centre du village et, comme Mme Fortin l'a mentionné, on a déjà commencé à réfléchir sur ce qu'on veut faire sur ce village-là, sur ce terrain-là. C'est un terrain où il y a une partie de milieu humide, de pente assez importante, un secteur assez en pente, mais on peut quand même, en tout cas on pense qu'on pourrait y avoir la place pour une bonne douzaine de maisons individuelles, doubles, rangées, des blocs de 4 ou 6 logements, des condos pour des personnes âgées autonomes qui ne peuvent plus habiter dans leur grande maison. Donc, la municipalité a préparé le terrain en faisant des études biologiques et d'aménagement d'un raccord de la rue de raccord de ce terrain-là sur la rue principale pour répondre aux normes du MTQ. Et on a plusieurs promoteurs qui ont déjà fait connaître leurs intentions, comme Mme Fortin le disait. On est en processus d'accepter, de regarder ce qui se fait et de déterminer nos critères. Une coopérative d'habitation serait quelque chose qui aurait vraiment mon appui. Je m'engage à faire des recherches pour trouver des partenaires pour développer ce type de projet. Puis tout ça, ça fait partie de la politique familiale, comme on a mentionné. Merci. Merci. Vous n'avez pas besoin de nettoyer le micro, vous allez parler. Ah bon? Pour une fois que j'y pensais. Alors, la prochaine question, c'est vous qui allez répondre en premier. Vous pouvez vous asseoir quand même, okay. Tant que... bon, ma question, c'est sur le transport collectif. Vous ne serez pas surpris parce que nous sommes les oubliés de l'autobus qui organisons ce débat. Il n'y a pas de transport collectif à Eastman. Pourtant, le service existe dans les autres MRC de l'Estrie. Il y a une carte ici derrière moi. Ici, vous voyez la MRC de Memphremagog qui n'a pas de service en rose. Les autres à côté ont des services de transport collectif. Depuis le début de la pandémie, le service local de l'IMOCAR, le service les autobus interurbains, le service local a été interrompu et nous n'avons plus de service de transport interurbain qui vient ici à Eastman. Les personnes âgées quittent la municipalité quand elles perdent leur permis de conduire. Les jeunes partent quand ils vont au cégep. Comment allez-vous améliorer l'offre de transport en commun? 2 minutes, parfait. Alors, tout d'abord, comme l'a dit Mme Provost, là, on n'a pas de transport en commun à Eastman, donc ça va être difficile de l'améliorer parce qu'on n'en a pas. J'ai écouté cette semaine une présentation des oubliés de l'autobus qui avait 3 intervenants qui parlaient des projets qui existent ailleurs, mais aussi d'un projet de transport intelligent qui est en cours d'implantation, en tout cas qui sont en train de préparer, qui regroupe 6 MRC de l'Estrie, incluant la nôtre. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, ça mentionnait, entre autres, de faire un sommaire, ramasser toutes les sortes de transports qu'on a, incluant le transport scolaire. Il y a d'autres MRC qui utilisent le transport scolaire pour faire du transport collectif. C'est des avenues qu'il va falloir explorer. C'est sûr qu'on va utiliser la plateforme des C6 MRC pour travailler là-dedans. Moi, je m'engage en tant que mairesse, quand je vais siéger à la MRC, de remettre ce projet dans le débat, en tout cas, voir avec les prochains maires qui vont être élus. Évidemment, comme on l'a mentionné, le service de l'IMOCAR, qui était déjà plutôt faible, en tout cas, il y avait, je pense, 2 départs par jour qui s'arrêtaient à Eastman. Il a été interrompu. Moi, j'ai bien peur que
la pandémie est un prétexte pour arrêter ce programme qui n'était probablement pas très rentable. Il y a d'autres moyens pour trouver du transport. Là. Oups. J'ai encore 30 secondes. OK. Ouf. Alors, c'est ça. Il y a beaucoup de travail de sensibilisation aussi qui doit être fait pour convaincre nos citoyens que c'est mieux d'utiliser un transport collectif que sa propre auto, mais c'est pas facile parce que tout le monde a au moins 2 ou 3 autos par maison. Moi, je crois beaucoup au covoiturage. On a beaucoup de services qui pourraient être utilisés de cette façon. Alors, voici. Merci. Madame Fortin. On commence. Côté transport collectif, transport en commun, dites-moi, les mocars, est-ce que c'est la même chose que le transport Memphrey-Magog? OK. Mon garçon, qui devait aller étudier à Sherbrooke, utilisait le transport Memphrey-Magog. Donc, il prenait le matin au dépanneur Crevier, montait au 115, du 115, où est-ce qu'il y a la station-service à Magog, prenait une autre autobus pour se rendre à Sherbrooke à ses études. On a fait 2 semaines. Je vous le dis, il n'y a rien d'adapté pour les gens d'Eastman en transport en commun. Et c'est déplorable. Ma grande sœur, elle doit penser à moi, ma petite sœur est venue à la maison hier et elle me disait qu'elle a fait son secondaire à La Ruche à l'époque. Il y avait une autre autobus scolaire qui repartait de La Ruche à 6 heures puis qui ramenait les enfants à Eastman. Moi, je vais chercher ma fille 2 soirs par semaine au basketball à 5h45. S'il y avait un autobus qui partait de Magog, ce serait trop merveilleux dans ma vie de parent. Et je ne suis pas la seule mère dans ce cas-là. Il y a beaucoup d'autres parents et on ne réussit pas à se réseauter facilement. Dans la présentation que Nathalie parlait, je l'ai écoutée aussi. Effectivement, il y avait des belles idées là-dedans, dont le taxibus, qui est super bien expliqué sur le site. Vous pouvez aller sur le site Internet des oubliés de l'autobus. Il y a une vidéo de 75 secondes, mais il y en a une autre de 11 minutes. J'ai écouté les 2. Et moi, je veux un taxibus à Eastman, et régionalement, dans le Memphrey-Magog. Voilà. Maintenant, pour le poste 2, on a seulement Lucie Lantaigne avec nous. Alors, Lucie Lantaigne, si vous voulez répondre à la question. Oui. Donc, premièrement, dans la politique familiale là, qu'on salue, il y avait vraiment un volet où les citoyens se sont exprimés puis ils disaient effectivement l'offre de transport collectif ne répond pas à nos attentes. Donc, on a vraiment quelque chose à travailler. Puis notamment, ça contribue à l'exode, c'est-à-dire si à un moment donné, on vieillit, on a moins le goût de conduire, puis on se dit « je veux vivre quelque part » où ça prend absolument une voiture, bien, ça fait de l'exode. La vision que j'ai de dire à Eastman, oui, ça serait possible de vivre sans voiture ou limiter le nombre de voitures par ménage. Comment? Ça prend un plan de transport, puis il y a eu une belle initiative faite par la Ville d'avoir un transport actif. Je pense qu'on doit jumeler un plan de transport collectif avec notre plan de transport actif. Pourquoi? Je donne un exemple. Si j'ai un arrêt d'autobus à Crevier, mais que moi, je ne me sens pas en sécurité pour me rendre à l'arrêt d'autobus, c'est un frein. Je pourrais donner d'autres exemples. On peut mettre des supports à vélo sur les autobus, etc. C'est ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire qu'on veut donner plusieurs alternatives à l'auto solo selon les besoins des citoyens. Il y a des citoyens qui ne peuvent pas non plus se rendre à pied à vélo. Là. On le considère aussi. Donc, plan de transport actif et collectif. Ce qu'on appelle, il y a quelqu'un qui avait appelé ça à l'époque le cocktail transport. Ça, c'est très, très important, puis ça favorise le transport collectif. Autre élément, il me reste 30 secondes, on a parlé du plan d'urbanisme. Très important, l'urbanisme. Si je construis mes commerces à 2 km du noyau villageois, qu'est-ce qui va se passer? Je ne peux pas me rendre au commerce, ça me prend une voiture. Donc, on en a parlé, le plan d'urbanisme va être très important de considérer ça. Et on a des partenaires régionaux, dont les oubliés de l'autobus, mais beaucoup de partenaires en Estrie pour nous aider à réfléchir au transport collectif et appuyer notre démarche. Merci. Bon, au poste numéro 3, Yves Boileau et Agnès Magé, Grand-Maison. Alors, l'ordre précédent, c'était Madame Grand-Maison en premier. Alors, on va commencer maintenant par Monsieur Boileau.
Je vais lui prêter mon... C'est parce que c'est enregistré, est-ce que... Ma femme a dit tout le temps que je parle trop fort. Merci. Donc, c'est certain que l'implantation de ce transport collectif est certes, à mon avis, un projet intéressant, mais l'évaluation des coûts doit aussi tenir compte du potentiel d'achalandage. Il me semble que c'est un immense défi, en effet, d'organisation et de financement. Le transport collectif dans les grands centres urbains est un service essentiel, mais comment peut-on l'implanter ici, dans notre communauté, sans un coût prohibitif et offrir un service adéquat et de qualité? N'est-on pas plus dans une situation où nous pourrions mettre en place des moyens, genre plateforme pour favoriser, par exemple, le covoiturage? Ces questions méritent certainement que le prochain conseil municipal se penche sur la question. Je suis prêt à être partie prenante à ces discussions et à chercher des solutions. Je pense que c'est un service qui pourrait être extrêmement intéressant et important. Probablement que le comité consultatif sur le transport mis en place devrait se pencher sur ces enjeux. Merci. Oui, c'est bon pour le temps. Oui, parfait. Alors, dans le cas d'Eastman, je crois qu'il y a une évaluation des besoins à faire tout d'abord. Il y a, oui, bien sûr, les étudiants qui vont étudier à l'extérieur, que ce soit à Sherbrooke, que ce soit à Magog. Il y a aussi la question du transport adapté qui est importante. Donc, tenir en compte de vraiment les besoins de tous, de toutes les tranches d'âge, de toutes les situations. Donc, en un premier temps, on évalue, on analyse, on fait un diagnostic. Puis ensuite, bien, je crois que dans la mise en place de différentes solutions, il faut avoir une variété parce qu'une seule solution ne peut pas convenir à tout le monde. J'ai entendu le taxibus, je trouve que c'est une belle solution. J'ai entendu également une plateforme de covoiturage. Bien oui, pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait se retrouver et avoir un lieu commun où discuter des covoiturages possibles? Tout à fait. Il y a des municipalités aussi qui mettent en place des systèmes de location, un peu comme Communauto à Montréal, mais la location de la flotte des véhicules municipaux, parce que les week-ends, bien, ils sont stationnés durant 24 heures parfois, durant toute la fin de semaine, pardon. Donc, c'est de rendre disponible et d'élargir les possibilités, être créatif dans les solutions. C'est certain que ça prend une analyse. Ensuite, on regarde qu'est-ce qui est fait dans les autres municipalités. On s'inspire d'ailleurs. Et puis, bien, on a nos actions ensuite avec un échéancier précis et un suivi. Je pense que la clé du succès de ce plan-là réside dans la sensibilisation, la promotion des possibilités qui s'offriront aux Isthmienois parce qu'il y en avait des possibilités, puis peut-être qu'elles n'étaient pas connues de tous. Donc, il faut vraiment promouvoir les mesures qui seront mises en place. C'est ce que je vois, moi, pour le transport en commun. Oui, alors je pense qu'il faut poursuivre dans la voie du transport à la demande pour tous ceux qui n'ont pas de voiture ou qui ont besoin de services plus adaptés, mais il faut aussi pour réduire la circulation à Eastman. Moi, je voudrais faire en sorte qu'il y ait de la circulation durable à Eastman. Peut-être un peu moins de circulation sur la rue principale ou une circulation plus sécuritaire. Et tout ça passe par du transport collectif. Ça prend un plan d'ensemble qui va permettre de définir notre intérêt collectif dans la chose et peut-être acheminer des demandes au ministère des Transports qui va peut-être enfin écouter si on veut que ça roule moins vite devant l'école ou si on veut réduire la vitesse à tel endroit sur une route provinciale. Je pense aussi fondamentalement qu'il faut augmenter l'offre. Je pense qu'on n'en est plus à l'étude des besoins qui avait déjà été faite, qui avait été mathématiquement calculée aussi au plan de la rentabilité. Ce qui n'a pas marché, c'est que Magog n'avait pas embarqué dans le taxibus. Moi, je pense qu'il faut augmenter l'offre par un taxibus et en attendant peut-être une plateforme de covoiturage. Mais ça prend un taxibus. Les autres MRC l'ont démontré. Les villes moyennes dans plusieurs MRC du Québec ont un taxibus. C'est le lieu du transit quand tu arrives aussi
Eastman est une plaque tournante pour les municipalités au sud de nous, même Magog-Ouest, et pour aller à Magog. Et Sherbrooke, etc. Merci. C'est ce qui tenait compte d'à peu près tout ce dont on parle aujourd'hui. Dans vos questions aussi, on a fait de la consultation publique. Il y avait un sondage, 458 personnes ont répondu. On a eu des comités de pilotage. On a rencontré des groupes en Zoom, parce que cette période-là était assez restreinte là, pour les rencontres physiques. Et dans cette politique-là, moi, je me suis occupé des aînés. Heidi s'occupait des familles pour un bout de temps. Après ça, je me suis occupé des aînés et de la famille. Puis, ça continue. C'est un processus continu. On en a pour toujours. C'est de valeur à dire, mais le transport en commun, c'est pas sorti fort. On a parlé beaucoup de transport actif, de sécurisation du transport actif, de permettre de faire le tour du lac d'Argent sans se faire écraser, puis mettre des trottoirs dans le centre, dans le cœur villageois. Ça, on en a parlé. Transport en commun, on n'en a pas trop parlé. Nous, on paye présentement 3 000 $ par année pour le transport adapté. On a déjà payé 9 000 $ pour le transport des alentours. Il y a eu 10 utilisateurs. Ça revient à 900 $ par utilisateur. Je ne pense pas que c'est une bonne décision municipale que de poursuivre une aventure comme ça. On aurait été mieux de payer le taxi de retour. C'est 60 $. J'ai aussi, à la fin, puisqu'il ne me reste pas de temps, j'ai oublié mes billets, mais j'ai des billets de Limocar, il m'en reste 6. Je le prenais, j'étais un usager, je le faisais, mais j'ai fait aussi la vache à lait qui nous prenait des fois devant les beignes d'Aura ou à côté du Crevier. Donc, oui, c'est de valeur que ce soit plus possible. Ça devrait, j'espère, revenir avec des subventions provinciales. On n'a pas d'affaires à payer pour ça, nous, je pense, au niveau de la municipalité. Au siège numéro 5, Patrick McDonald et Anne-Marie Larivière. Alors, c'est M. McDonald qui va parler le premier. Je pense que je vais prendre la lingette. C'est bon? Le transport collectif, je ne vous apprendrai rien à bien du monde. C'est une lacune de longue date à Eastman. Dans le cas de Limocar, c'est une compagnie privée. Ça fait que je ne sais pas trop comment une petite municipalité serait capable d'influencer les opérations d'une compagnie comme ça. D'autant plus qu'on ne nous l'a jamais demandé. Mais si je suis réélu, qui sait, puis qu'on nous le demande, je m'engage à ce qu'on fasse les efforts nécessaires pour essayer de les intéresser. Dans le contexte plus large, le transport collectif, c'est une chose collective. Puis le mot collectif ici désigne un ensemble de municipalités dans une MRC. Ce n'est pas une coïncidence que ça marche ailleurs puis pas chez nous, parce que la clé de voûte du transport collectif, quand c'est chapeauté par une MRC, ça s'appelle la ville-centre. Dans notre cas, Magog. Puis dans les derniers 12 ans, en tout cas, puis peut-être même avant, parce que je n'étais pas là avant, mais comme élu, mais Magog est simplement pas intéressé. Il y a peut-être une fenêtre d'opportunité si jamais le nouveau conseil municipal à Magog est propice ou favorable à l'idée de transport collectif, de quelque nature que ce soit. Bien là, je m'engage à faire en sorte qu'on en profite parce que ce serait vraiment notre tour. Autrement, j'entends les idées de Mme Lantaigne. Si elle est élue, on aura quelqu'un on board qui va être superbement équipé pour nous faire plein de suggestions créatives. Puis sinon, il va absolument falloir la mettre sur un comité qui s'occupe de ça parce qu'on ne peut pas se passer d'une expertise pertinente d'une manière ou d'une autre. Fait que je m'arrête là-dessus. Puis je désinfecte. Madame Larivière. Désolé. Bonjour encore. Je vais répéter un petit peu ce que vous avez déjà entendu parce qu'on a déjà entendu les bonnes idées. Le transport Eastman, c'est un système de transport à la demande qui permet de voyager depuis le centre de service Crevier vers n'importe où dans Magog pour 3,50 $. Les usagers doivent réserver leur déplacement pour faciliter la mobilité. Mais, comme vous venez d'entendre, ça ne correspond pas à nos besoins. Plusieurs points de rendez-vous devraient être ajoutés à des endroits stratégiques dans Eastman. Alors, ça serait plutôt comme le taxibus que Lucie a mentionné. Une autre option pourrait être la possibilité d'optimiser les flottes d'autobus scolaires. Et n'oubliez pas que les bienfaits de ces initiatives et aussi la réduction des gaz à effet de serre. Merci. Numéro 6, Léonore Pillon et Charles Simard. Alors, c'est Mme Pillon qui va parler. Les oubliés de l'autobus ici ont vraiment un temps difficile. Quand on n'a pas d'auto à Eastman,
on peut trouver le temps long bien longtemps. Et il s'avère que les personnes qui n'ont pas d'auto sont aussi bien souvent les personnes les plus vulnérables, les aînés à qui on a enlevé leur permis de conduire ou des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir des autos. Histoire entendue, une personne qui vit ici à Eastman a besoin d'aide alimentaire, prend le service de bus le matin pour aller à Magog, à la banque alimentaire, avec sa valise, doit attendre toute la journée à Magog avec sa valise pleine et reprendre sa valise le soir pour rentrer à la maison. On s'entend que ce n'est pas acceptable. J'ai 2 réponses pour vous. Système de transport intelligent, c'est les données technologiques qu'on met au service du transport. Ici, en l'occurrence, on pourrait avoir une analyse fine des données cellulaires pour savoir qui fait la route entre Eastman, Magog, Sherbrooke, Montréal tous les jours et à partir de là, mettre en place une plateforme de covoiturage. Ça coûte un peu d'argent à mettre en place, mais après, ça s'autogère tout seul. Donc là, pour un certain nombre de transports, ça pourrait être une solution intéressante. J'ai un autre questionnement, c'est comment est-ce qu'on se déplace de partout au village vers le cœur du village? On n'en a pas parlé, mais c'est un enjeu aussi important pour les gens qui vivent ici et qui aimeraient pouvoir bénéficier de soins de santé ou de la pharmacie ou simplement de l'épicerie. 30 secondes ou c'est la fin? 30 secondes. Alors, pour ces personnes-là, ça serait intéressant de mettre en place un projet pilote d'Eastman à Eastman pour permettre des déplacements à plus petite échelle et permettre aussi une dynamisation du noyau villageois plutôt que d'aller à Magog pour faire son épicerie ailleurs. Merci. Merci. Monsieur Simard. Bonjour. Bonjour. Premièrement, il faut savoir que le transport collectif, c'est de la responsabilité provinciale qui, comme pour beaucoup d'autres services, de plus en plus dompe ça aux municipalités. Donc, et ils ne donnent pas nécessairement l'argent en même temps. Alors, vous ne savez peut-être pas tous, mais ici à Eastman, il y a eu en 2014 un projet de taxibus très bien monté par des bénévoles, dont Mme Provost et d'autres, qui a échoué parce que la ville de Magog n'a pas voulu suivre. Maintenant, ça peut sembler beau, un projet de taxibus, et je souhaiterais qu'il y en ait un, mais ce n'est pas évident parce que le ministère des Transports paye des subventions à l'achalandage. Alors, les personnes que j'ai contactées qui s'occupent de ce genre de projet dans d'autres MRC, comme Antoine Labelle ou autres, me disent que c'est excessivement difficile d'avoir de l'argent adéquat. Alors, donc, oui, moi, je suis pour relancer un projet de taxibus parce qu'il me semble que c'est à peu près le seul service qu'il pourrait faire. Maintenant, il faudrait obligatoirement que ce soit centralisé, ce service-là, qu'on utilise les services déjà de la MRC, donc on utilise le personnel et toute la machine qui est déjà en place pour le transport des handicapés pour que ça fonctionne. Il faut savoir aussi qu'à la base, le ministère demande que le milieu paye au minimum 35 des coûts. Et les dernières vérifications qu'on a faites, il semblerait que dans certaines municipalités, c'est presque des gouffres financiers. Fait que, oui, c'est possible, mais ça va avoir un coût et il faut que tout le monde embarque. Merci. Merci. Bien au poste numéro 1, où il y a M. Claude Deshôtels. Ça va être court, je vais parler de loi. À Sorel, j'ai participé à la fondation du transport adapté et j'ai contribué aussi à pousser sur le taxibus. Il n'y a rien qui va se faire si on n'est pas capable de décoller le taxibus. Et j'abonde dans le sens des autres, ça ne sert à rien de répéter le reste. Je pense qu'il y a un job à faire de concertation avec les autres municipalités de la MRC pour pousser dans le derrière de la municipalité de Magog. La question suivante s'adresse aux 2 candidates à la mairie seulement. Pour le bien-être de la population, il faut favoriser la marche, le vélo et la fréquentation des espaces verts en toute saison. Le réseau routier n'est cependant pas toujours convivial pour les cyclistes et piétons, ni sécuritaire. Il y a peu ou pas de trottoirs sur le bord des rues. Les limites de vitesse sont allègrement franchies. Quelles actions concrètes mènerez-vous lors des 4 prochaines années pour favoriser le transport actif tout en veillant à la sécurité des piétons et des cyclistes? Alors, c'est Mme Fortin qui commence. Le transport actif, je suis assez partisane de ça. Je suis venue ici à pied.
Les autos passent vite. J'habite sur le bord de la 112. Cette semaine, il y a une maman qui m'a appelée aussi pour me faire part qu'elle a été témoin d'un incident à l'intersection Georges-Bonne-Allée-112. Il y a une petite fille qui a failli se faire frapper. Mais vu qu'elle n'est pas morte, on n'entend pas parler d'un journaux, puis il n'y aura pas plus de stop. Quand je passe à Bolton-Est, on est sur une route numérotée qui appartient au MTQ. Et eux, ils ont des bollards. Et eux, ils ont dans l'asphalte, il y a des rainures qui font quand on rentre dans la zone de 50. Eux, ce qu'ils ont de différent avec nous, ils ont un plan directeur en transport actif qui a expliqué au MTQ quelles étaient leurs orientations à moyen et long terme pour le transport actif. À ce moment-là, le MTQ embarque. Malheureusement, le MTQ n'embarque pas dans les demandes à la pièce. Nous, on persévère là-dedans, mais il va falloir changer nos méthodes à Eastman. Je vous remercie. Alors, ceux qui me connaissent, ils savent que pour moi, le transport actif, ce n'est pas un mot vain. Depuis 3 étés, chaque fois que je viens au village, sauf quand il pleut et que j'ai des choses importantes à transporter, bien sûr, je viens en vélo. Moi, je reste vers le chemin Bonally. Je descends Bonally sur à peu près 2 km, puis après ça, j'embarque sur notre piste cyclable. Vous savez que la piste cyclable, elle dessert quand même tout le secteur du lac Stouclé, ce qui est quand même appréciable. Puis on a vraiment une piste cyclable qui est super bien entretenue et magnifique. De chaque côté de la route 112 aussi, quand la route 112 a été refaite il y a quelques années, le ministère nous a demandé si ça nous intéressait de payer pour une surlargeur de chaque côté. Évidemment, on a accepté. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien, parce que c'est pas toutes les municipalités qui acceptent. Vous savez peut-être aussi qu'on a plusieurs projets qui sont déjà en cours, comme l'aménagement du chemin du lac d'Argent, qui va être fait, en tout cas on espère que ça va être fait l'année prochaine. Ça va inclure une bande piétonne qui va longer le lac, qui va être séparée de la zone pour les autos et vélos. Donc, ça va être séparé par probablement des pots de fleurs ou du lignage aussi, mais éventuellement des blocs de béton, des petits, là. En tout cas, l'aménagement précis est encore à déterminer, mais ce qui est sûr, c'est que le Conseil veut aller de l'avant avec une bande piétonne d'à peu près 2 mètres de large, et le restant de la route, ça va être partagé entre les vélos et les autos, mais ça va être une véloroute, donc les vélos vont avoir priorité. Évidemment, ça va toujours être 30 km/h, puis on va mettre des choses visuelles pour essayer de ralentir le trafic, peut-être des bollards, etc. On a aussi notre comité de transport actif qu'on vient de créer, qui va devoir travailler fort pour faire un plan d'ensemble pour préparer, pour demander au MTQ quels sont les critères dont ils ont besoin pour accéder à nos demandes de réduire la vitesse devant l'école, améliorer la signalisation aux traverses piétonnières, en ajouter d'autres, rajouter des stops aux endroits dangereux. Donc, c'est ça ce qu'on veut faire dans les prochaines années. La question 5, je pense que ça va être la dernière question parce que le temps passe. Les sédiments s'accumulent dans les lacs. Certains secteurs n'ont pas d'égouts. Les plantes envahissent les cours d'eau. Qu'allez-vous faire contre la dégradation des plans d'eau? Comment allez-vous assurer que les lois et règlements soient respectés? Qu'allez-vous faire pour mettre en vigueur vos décisions, faire appliquer les réglementations par les promoteurs? Je peux y aller? OK. Alors, effectivement, il y a beaucoup de sensibilisation à faire dans ce domaine, en collaboration avec nos 4 associations de lacs qui travaillent de façon très dévouée pour protéger la qualité de l'eau des lacs. Vous savez que plusieurs règlements sont déjà en vigueur. On a le contrôle de l'érosion, la protection des bandes riveraines, le lavage des embarcations obligatoire depuis l'année passée, avec une station de lavage qui a été construite l'année passée au lac Stouclé et une autre qui est en cours de construction en collaboration avec Bolton-Est du côté de la Missisquoi-Nord. Un meilleur contrôle, d'ailleurs, serait préférable, c'est envisageable, avec l'installation de caméras, surtout au lac Stouclé. Cette année, on m'a dit qu'il y avait plus que 1200 lavages de bateaux qui ont été effectués à cette station de lavage. Donc, c'est très encourageant. C'est sûr que c'est la sensibilisation qui va aider à pousser les gens à utiliser ces stations de lavage.
Graduellement aussi, la municipalité aménage les fossés pour ralentir le débit de l'eau par des enrochements ou diverses mesures de mitigation qui sont reconnues. Et un suivi de l'état de ces aménagements-là doit absolument être fait périodiquement, puis je compte bien m'assurer que ce soit fait par nos employés municipaux, quitte à engager du personnel supplémentaire aux besoins. Rappelons aussi que la construction de nouvelles rues dans des pentes supérieures à 10 % est interdite pour justement limiter le débit de l'eau dans les fossés et qui engendre, eux, le décrochement de sédiments qui se dirigent vers nos lacs. C'est très important pour nous de travailler avec les promoteurs pour les sensibiliser à ces problématiques et la surveillance des travaux par des ingénieurs indépendants est de plus en plus exigée pour que, justement, on s'assure que les travaux soient faits de la bonne façon. Puis on s'engage aussi, moi je m'engage à m'assurer que nos employés municipaux aillent faire plus souvent des inspections. Les inspecteurs, c'est supposé d'inspecter. Donc, c'est ça que je m'engage à faire. Madame Fortin. Voilà. C'est toute une question sur la dégradation de nos plans d'eau parce que j'ai été conseillère pendant 4 ans sur le CCE, c'est le comité consultatif en environnement. Et je vous dirais qu'on a des associations de lacs très dynamiques, des études, on en a. On n'a pas lésiné non plus sur le budget qu'on a mis. On a mis 200 000 au moins depuis les 4 dernières années. Et malgré tout, je suis allée au lac Offord, on a enlevé du fragmite avec l'équipe du rappel et on m'a dit que nos plans d'eau vieillissaient, notre source d'eau potable, de plusieurs centaines d'années en 40 ans. Fait que c'est pas réglé, ça, cette histoire-là, à Eastman. Puis quand on parle d'employés, bien, j'aimerais ça vous mettre au fait qu'on a eu 3 DG différents à Eastman depuis les 4 dernières années, 3 inspecteurs différents en environnement depuis les 3 dernières années et 6 inspecteurs différents en bâtiment depuis les 3 dernières années. Moi, je pense qu'on a un problème à l'interne et on a besoin de gérer les goulots d'étranglement. Je vous l'ai dit qu'on avait besoin de prendre une pause à Eastman puis penser à nos affaires. On est là. Merci. 3. Yves Boileau et Agnès Grandmaison. Alors, Madame Grandmaison, vous faire parler la première. Merci d'être encore là, d'être encore attentif. C'est super. Vous êtes vraiment un bon public. Moi, ce que je dirais par rapport à l'importance des plans d'eau, je considère que ça fait partie des fameux joyaux d'Eastman dont il était question un peu plus tôt, que j'ai mentionné. Effectivement, il faut faire quelque chose parce que c'est le genre de choses que si on va vers l'eutrophisation des lacs, le vieillissement rapide des lacs, après, c'est pas possible de reculer. Donc, tout à fait, j'abonde dans le sens de ce qui a été dit, de la sensibilisation. Arrêtons de toujours vouloir accélérer la goutte d'eau vers les lacs. Il faut qu'elle soit absorbée sur place, sur les terrains, que ce soit en passant par... je ne sais pas moi, des petites bandes le long des fossés. Donc, arrêtons de toujours vouloir avoir des gouttières qui vont vers les fossés. Est-ce qu'il peut y avoir des jardins de pluie, par exemple, sur les terrains des citoyens? Tout le monde a son rôle à jouer. Il y a un grand besoin de sensibilisation à ce niveau-là. Pour ce qui est des égouts autour du lac d'Argent, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de faire aucune promesse parce que je n'ai pas lu aucune étude à ce niveau-là. Je ne me suis pas plongée, pour utiliser un jeu de mots ici, dans le dossier encore. Donc, mais par contre, je pense que ça pourrait être quelque chose de totalement bénéfique. Par contre, il faudrait assurer que durant les travaux, on contrôle, on ait des méthodes de mitigation parce que ça veut dire qu'on met les sols à nu au moment de faire les égouts. Et puis là, bien, il faudrait vraiment penser à des mesures pour contrer l'érosion des sols vers le lac à ce niveau-là. Mais pourquoi pas? Une fois en place, je m'engagerai à analyser cette possibilité. Merci. Merci. Monsieur Boileau. La question des sédiments et la dégradation de l'eau est un enjeu qui m'apparaît extrêmement important pour la survie de nos lacs et nos plans d'eau. Dans cette question, il est fait mention que les entrepreneurs doivent respecter la réglementation, mais il m'apparaît aussi que chacun de nous, comme citoyens, utilisateurs de ces plans d'eau-là, on a aussi une responsabilité. On a aussi la responsabilité de faire en sorte que les touristes, les gens qui viennent de l'extérieur, utilisent adéquatement
les stations de lavage. Mais les stations de lavage sont là. Il y en a une qui va s'additionner. Mais quels sont les moyens que nous avons présentement pour bien vérifier que les personnes n'ont pas juste mis leur carte de crédit là, dire OK, j'ai payé mon droit de passage, mais dans le fond, tu prends ton kayak, ton canot et ton embarcation, puis tu la mets directement sur le lac. Il faut trouver une façon de bien réglementer, mais aussi de bien surveiller pour éviter, disons, la délinquance par rapport à ça. Et c'est ce qui met en danger nos plans d'eau. L'appui des municipalités aux différentes associations qui travaillent à la protection des lacs et des bancs riveraines, telles que l'Association des résidents pour la protection de l'environnement du lac d'Argent, l'ARPELA, pour n'en nommer qu'une seule, mais il y en a d'autres, au lac Stockley aussi, pour n'en nommer qu'une, doit impérativement se continuer. Nos plans d'eau sont une richesse inestimable. Nous devons faire en sorte de les garder en santé. Il apparaît important qu'un 30 secondes. Il apparaît important qu'un programme serré de contrôle de l'érosion soit en place pour suivre la situation et agir en amont avant que la situation ne se dégrade au point qu'elle soit irréversible. Les mécanismes de suivi et de surveillance doivent être affinés pour s'assurer du respect de la réglementation et si l'on estimait que notre réglementation n'est pas assez bien adaptée, la modifier et lui donner plus de moyens pour intervenir. Merci. Au poste 4, Lucie Magé et Carole Boivin. C'est M. Boivin qui va parler d'abord. Moi, je suis au CCE depuis le début de l'année. Très heureux d'être là, d'ailleurs. Et au CCU. Donc, CCE, c'est l'environnement. CCU, c'est l'urbanisme. Au CCE, on lève le drapeau des fois pour dire « Oh, attention, il y a de l'érosion là ». Puis c'est à cause du CCE qu'on a éventuellement enroché plusieurs chemins dans le coin du lac Stockley qui descendaient comme ça. Maintenant, avec des roches, on retient la sédimentation. Il faut juste apprendre à nettoyer en amont des roches pour éviter que, quand il arrive un gros coup d'eau, ça reparte. Mais bon, il y a du fine-tuning à faire, mais disons qu'on a avancé correctement de ce côté-là. Du côté du CCU, ça fait 2 ou 3 ans qu'on impose des jardins de pluie, ce qui fait que quand les gens construisent en montagne ou dans des endroits où il risque d'y avoir de l'érosion, les gens doivent essentiellement garder l'eau sur leur terrain. C'est-à-dire que si ça coulait avant, ça va couler encore, mais il n'y aura pas plus d'érosion parce qu'il y a une maison ou un champ d'épuration, il n'y a plus d'arbres, il y a juste du gazon. Donc, on creuse un puits, un jardin de puits pour absorber et garder l'eau et surtout la sédimentation. Après ça, l'eau qui sort de là, elle est plus propre. C'est à peu près tout. Merci. Madame Magé. Je pense qu'en matière d'érosion, je pense que ça a été abordé. J'ajouterais seulement que tout citoyen peut faire en sorte de ne pas avoir de sol à nu chez soi, même dans son jardin. L'automne, l'hiver, au printemps, c'est aussi des moments où le sol se fait laver, tout ça. Il y a une éducation à faire beaucoup là-dessus. Donc, moi, c'est la prévention de l'eutrophisation des lacs, du vieillissement des lacs, puis le partenariat avec de l'expertise de précision scientifique, comme nos comités de bassins versants nous apportent. Ils nous apportent des données extrêmement précises sur les endroits et les moyens à prendre auxquels remédier. Et puis, juste ajouter, je suis allée camper au lac Brompton cet été. Ils ont été aux prises avec un épisode de cyanobactéries tout l'été. Première journée que j'arrive là, on ne pouvait pas se baigner au camping parce qu'il y avait un amas de vagues vertes à cause des cyanobactéries, dû aussi au phosphate et à l'azote avec lequel on nourrit nos plans d'eau excessivement. Puis je voudrais saluer l'initiative, entre autres, du lac d'Argent, qui travaille aussi contre la myriophylle à épis cette année, puis qui fait en sorte que dans notre lac d'Argent, même s'il n'est pas profond, même si l'eau devient chaude assez vite, on n'a pas ce type de problème pour l'instant. Puis il faut continuer dans cette voie-là. Merci. Merci. Au siège numéro 5, Patrick McDonald et Anne-Marie Larivière. Alors, c'est Madame Larivière d'abord.
l'érosion. L'érosion du sol, ça veut dire l'érosion qui commence en haut et ça vient en bas, vers nos lacs. Contribue aux sédiments, et les sédiments sont la nourriture pour les plantes aquatiques et les plantes envahissantes dans nos lacs. Les dépôts de sédiments dans les rivières peuvent modifier le débit de l'eau et réduire la profondeur de l'eau. Cet été, le niveau d'eau lac Parker a été le plus bas que j'ai vu en 15 ans, en partie à cause du changement climatique, c'est sûr, avec des périodes de chaleur et sécheresse plus longues. 22 millilitres de pluie que j'ai mesuré moi-même a tombé depuis les derniers 10 jours et ce n'est pas encore suffisant pour atteindre le niveau d'eau pour cette période d'année. C'est une perspective effrayante, pour notre écosystème qui va jusqu'au lac Champlain à la frontière américaine. Il faut éviter le déversement d'eau directement dans nos cours d'eau, milieux humides et lacs pour éviter l'érosion. Les bassins de rétention et les jardins pluviales sont aussi une méthode efficace pour cela. Il faut supporter les associations des lacs et serrer les normes. Des inspections doivent être effectuées sur les chantiers de développement. Les propriétés des gens doivent être inspectées pour voir si l'eau s'écoule dans les fossés qui se détournent ensuite vers les cours d'eau et les lacs. Merci. Merci. Le micro, s'il vous plaît. Et M. McDonough. Je ne suis pas très papier, comme vous voyez, mais je peux-tu commencer? Oui. Il y a 3 éléments dans cette question-là. Les sédiments, c'est le problème majeur, c'est ce qui nourrit les plantes aquatiques envahissantes. On fait aux 5 ans une mesure du contrôle des deltas de tous les affluents, ou presque tous les affluents majeurs de tous nos lacs. Puis ce qu'on a constaté, c'est que l'accroissement des deltas, qui est une mesure d'accumulation des sédiments, est beaucoup moindre que ça l'était précédemment. Puis dans certains deltas, il n'y a plus d'accroissement. Donc, toute la litanie des mesures de contrôle de l'érosion qu'on a mises en place ces derniers 12 ans, ça fonctionne. Ça ne règle pas le problème, ça ne règle pas la situation qui existait avant qu'on applique ces mesures-là, mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de sédiments. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de matière en suspension dans nos cours d'eau un petit peu partout, parce que des mesures sont faites tous les étés par les associations de lacs qui sont nos partenaires. Ça veut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent qu'on a faites. Ça nous dit aussi qu'on va continuer dans ce sens-là. Ce n'est pas la seule solution. Depuis 2016, on a mis en place, on oblige à ce que toute nouvelle construction retienne les eaux de ruissellement sur son terrain, ce qui n'était pas le cas avant. Puis ça, c'était en zone montagneuse. Depuis 2021, on l'a étendu à tout le territoire. Donc, on va, espérons-le, régler le problème à la source. Pour ceux qui ont déjà des constructions qui ne sont pas donc nouvelles, bien là, je suis d'accord avec d'autres intervenants plus tôt aujourd'hui qui ont dit qu'il va falloir faire des efforts de sensibilisation. Donc, on va aller de l'avant dans ce sens-là. Les plantes aquatiques, autre élément de la question, on a procédé à un répertoire à nouveau des espèces envahissantes dans tous nos lacs, puis la municipalité est évidemment un partenaire majeur des associations de bassins versants. C'est 30 secondes, c'est ça? Donc, puis, suite à ces évaluations-là, il y a 2 lacs, Stouclé-Argent, où il y a des mesures actives de contrôle, d'éradication des plantes envahissantes. Donc, on salue ça, puis c'est quelque chose qu'on va continuer également. Puis enfin, tout ce qu'on met en place comme contrainte environnementale, là, c'est peut-être pas toujours appliqué, mais on en a une 60aine. Fait que s'il y en a 2-3 qui ne sont pas appliqués des fois, il y en a toujours bien 57 qui le sont. Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour les promoteurs. Puis, on a plein d'autres choses qui s'en viennent, plein de nouvelles contraintes qu'on planifie, qui ne feront toujours pas leur affaire, mais qui sont dans le sens de l'environnement, parce que ça, c'est un bien collectif. Merci. Merci. Au siège numéro 6, Léonore Pillon et Charles Simard. C'est M. Simard qui va parler le premier. Alors, bonjour. Alors, ces sujets-là me touchent profondément parce que je suis président de l'Association de protection environnementale du Lac-Souclé. Et on a des problèmes de sédiments, on a des problèmes d'envahissement de plantes exotiques envahissantes et on a aussi des problèmes d'espèces exotiques végétales envahissantes. Alors, c'est assurément qu'il faut travailler là-dessus. Au niveau des sédiments, je pense qu'un programme municipal systématique de révision de nos fossés et d'entretien des fossés, c'est vraiment une priorité. C'est pas parce qu'on a enroché un fossé 1 année ou 2 années qu'il va continuer à bien performer. Alors, il faut vraiment être vigilant à cet effet-là. Il y a aussi la politique des jardins d'eau qui va aider énormément.
Il y a aussi la possibilité de demander aux gens de ne rien faire sur une bande de fossé sur 3 ou 5 mètres. On se rend compte que les personnes vont faucher dans les fossés, vont presque cultiver dans les fossés, et je pense que ça devrait être complètement interdit sur une certaine bande à déterminer. Je reviens sur les espèces exotiques envahissantes végétales. Il faut définitivement poursuivre et favoriser les programmes d'éradication, comme il y en a quelques-uns à Eastman, autant pour les plantes végétales terrestres qu'aquatiques, comme tous les travaux qui ont été faits au lac Stouclé et au lac d'Argent pour la lutte contre la myriophylle. Mais il faut aussi vérifier, il y a d'autres plantes aussi terrestres, comme la berce du Caucase, l'herbe à puce, l'herbe à poux, le pennet sauvage, la phragmite exotique, 30 secondes. La renouille du Japon, considérée comme la peste végétale, celle qui prolifère le plus. Et oui, alors, mais de façon générale, je pense qu'il faut vraiment sensibiliser la population parce que ce sont des sujets souvent techniques et des bébites qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut changer nos habitudes de faire. Et pour ça, il faut sensibiliser beaucoup la population. Merci. Madame Pion. Bon, alors 4 lacs majeurs ici à Eastman, 4 belles associations de protection des lacs, des dizaines de bénévoles et une connaissance très, très, très pointue de ces 4 écosystèmes. Continuons en tant qu'élus, futurs élus, à écouter les représentants des associations de lacs et à écouter ce dont ils ont besoin pour régler les situations. La municipalité a également plusieurs moyens à sa disposition. Je pense qu'ils ont été pas mal tout cités. Nous aussi, en tant que citoyens, on a un certain nombre d'outils dans notre trousse à outils. J'aimerais néanmoins revenir sur la protection des milieux humides, parce que quand on détruit un milieu humide, forcément, l'érosion s'accélère et la sédimentation des lacs s'accélère aussi. Alors, dans ce problème de sédimentation des lacs, il faudrait peut-être réfléchir aux constructions qu'on permet ou qu'on ne permet pas à Eastman et voir quel genre de terrain desquels on est en train d'arracher des arbres ou quel dynamitage on est en train de faire, parce que tout ça, au final, ça accélère le processus. Alors, c'est vraiment une réflexion globale qu'on a à faire là-dessus. Je voudrais également revenir sur les stations de lavage à Eastman pour les embarcations. Pour l'instant, on en a 2, lac Stockley, puis il y en a une qui est en train de se construire à l'entrée du parc Missisquoi-Nord. On s'entend que si on a 10 km à faire pour aller laver sa barcasse, on va dire qui me regarde ou qui ne me regarde pas, et j'y vais pareil. Alors, il y aura peut-être d'autres stations de lavage à mettre en place et de la sensibilisation à faire. Merci. Merci. Monsieur Claude Deshôtels, au poste numéro 1. Sur la question des sédiments, je serais porté à dire on est loin d'être sorti du bois. Une partie encore très importante de la population vient d'un milieu urbain. Je vois des gens qui s'installent. Très souvent, c'est la chainsaw qui est la première job qui se fait, puis on met les arbres à terre, puis on dégage. Après ça, on va planter du beau gazon roulé, puis il faut qu'il soit toutes les petites poils en l'air, gazon Kentucky. S'il pousse des mauvais arbres là-dedans, on met des insecticides, herbicides. Moi, je pense qu'on a des mauvaises habitudes. Je viens de parler du gazon, on pourrait parler des feuilles d'automne. Pourquoi pas les laisser sur place? C'est plus écologique, c'est plus environnemental, c'est plus tout, sauf que c'est pas dans l'habitude des gens. On a un job d'éducation à faire, une grosse job. Une job aussi qui se continue. Conservons l'eau sur nos terrains. Hein? On sort dehors, on n'aime pas savoir les pieds dans les milieux humides. Alors, la première chose qu'on fait, il faut que le terrain se vidange, devienne sec le plus vite possible après n'importe quel petit coup d'eau. En même temps, on vient de nuire aux nappes phréatiques, on vient de nuire à tout l'environnement. Il faut se rappeler que dans une forêt normale, 85% de l'eau est absorbée par le sol et 15% va s'en aller en surface. La plupart de nos terrains, c'est l'inverse. 15% est absorbé, 85% en surface, ça s'en va dans les fossés. Et comme le soulignait Charles, il faudrait qu'on ait des bandes riveraines sur tous les bords de fossés. Quand il y a le gars qui s'est plaint au conseil municipal qui ne pouvait plus passer à la tondeuse
dans le fond de son fossé parce qu'il y avait de la garnotte que la chaurie d'hiver avait mis là. Il n'y a pas d'affaire là avec sa chaurie. Pas sa chaurie, sa tondeuse. Alors, vous comprenez qu'on a de l'éducation et de la sensibilisation à faire. Merci. Et Mme Lantin, au poste numéro 2. Je pense que c'est le dernier tour de parole qu'on a, puis je salue tous mes collègues. Je pense qu'on a eu vraiment beaucoup d'idées, puis toutes les idées qui ont été émises pour cette question-là, je les partage, de soutenir nos associations, etc., etc. Je ne veux pas tout répéter. Le seul élément que j'aimerais ajouter, j'ai commencé à faire mon porte-à-porte, puis oui, il y a une inquiétude des citoyens par rapport à l'eau, la qualité des lacs et aussi l'eau potable. Et je pense que, donc, c'est une priorité, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, de protéger notre eau, puis d'aller davantage dans notre compréhension des impacts, des analyses d'impact cumulées. Puis ça serait peut-être pas inintéressant, certaines municipalités l'ont fait, de comprendre, puis je vais lire, de la capacité de nos lacs et de notre eau potable à supporter les constructions actuelles et projetées. Il y a des municipalités qui disent on peut avoir tant de maisons ou tant de résidents, puis après ça, il faut arrêter d'avoir cette vision-là, de bien comprendre, puis je le disais en début, oui au développement, mais en respect des limites de la nature ou des mesures qu'on peut faire pour compenser. Et en terminant, oui, il y a toujours un coût hein, quand on fait des actions. On pense à la taxe des citoyens, mais si on est plus en prévention, le coût est beaucoup moindre qu'en réaction. Puis ici, on a parlé de plan d'urbanisme, on a parlé de plan de planification. On peut aussi saisir des opportunités. S'il y a des subventions, puis on a une vision claire, on a des plans, que ce soit transport actif, collectif ou urbanisme, mais c'est aussi de jouer d'être opportuniste puis de saisir les opportunités là, de subventions qui peuvent s'offrir à nous. Merci. Merci. Il nous reste 10 minutes, alors je vais continuer avec la question suivante qui s'adresse seulement aux candidates à la mairie. Alors, l'intérêt des citoyens et citoyennes sur les enjeux municipaux est grandissant. Ils et elles ont à cœur leur municipalité et souhaitent contribuer à sa qualité de vie. Comment allez-vous assurer une plus grande participation et une meilleure transparence de la municipalité? Alors, donc, la première personne qui va répondre, c'est Mme Lemaire. Non, excusez-moi, je me trompe. Mme Fortin, oui. Juste l'exercice d'aujourd'hui, je trouve que c'est un excellent exercice, puis je veux remercier les oubliés de l'autobus. D'autre part, la pandémie a amené des nouvelles pratiques, vraiment inconfortables au début. Et maintenant, j'apprécie grandement l'expérience qu'on a connue, qui était l'enregistrement de nos séances du Conseil. Rarement, on voit une grande popularité du jour au lendemain, mais plus tard, les citoyens disent « Ah oui, j'ai écouté la séance du Conseil, je m'engage comme mairesse, future mairesse, si vous me faites confiance, le 7 novembre prochain, à filmer les séances du Conseil pour que vous ne soyez pas obligés à 7 heures, le premier lundi soir de chaque mois, à venir en personne. Que vous puissiez, de votre foyer, le regarder quand ça va vous adonner à vous autres dans le mois. » Ensuite, on a connu aussi l'expérience de la politique familiale. À Eastman, c'était notre première. Bien, faire des sondages, rencontrer sa population, faire les consultations, j'ai adoré ça. Ensuite, quand on fait des choses qu'on a choisies collectivement, ça a du poids. Ça crée de l'engagement. Puis de l'engagement, depuis la dernière année, on en a au conseil municipal. J'ai vu des gens faire des pétitions, venir assidûment aux séances du conseil. Et je vous le dis, ça, là, ça fait bouger les choses. Puis comment je vois ces citoyens-là? Je les vois comme des citoyens partenaires. Alors pour moi, c'est très important de restaurer un climat de confiance et de dialogue constructif entre les élus, entre l'administration municipale et bien sûr tous les citoyens. J'en fais une de mes priorités. Et pour restaurer ce climat de confiance, ça passe par une meilleure communication. Une communication là, de la municipalité vers les citoyens,
Vous savez probablement, en tout cas, qu'on a engagé récemment une nouvelle ressource en communication qui va travailler activement à mieux faire connaître nos décisions. Ça peut être par des infolettres, par courriel. Notre site Web, moi, je m'engage à ce que notre site Web municipal soit refait au complet parce qu'il est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui s'en plaignent, il est vraiment mal fait. Il a fait son temps, disons. Il a besoin d'être refait. Peut-être beaucoup de comités avec des citoyens, des pages Facebook officielles. Évidemment, le bulletin municipal, le trait d'union, dont je m'occupe depuis 12 ans, c'est un incontournable aussi. Vous savez qu'il est aussi en ligne si on ne veut pas l'avoir sur papier. C'est toutes des choses qui vont être... Puis des sondages, on en a déjà fait. On en avait déjà fait aussi avant la politique familiale. On va en faire d'autres. Moi, dans mes plans, là, c'est d'en faire un pour la bibliothèque pour m'assurer que les horaires d'ouverture correspondent à tout le monde. Puis que si jamais il y a une demande pour avoir plus d'horaires d'ouverture de la bibliothèque, bien, c'est par un sondage que vous aurez l'occasion de nous le dire, mais vous pouvez aussi nous appeler pour nous le dire à la bibliothèque. Moi, je m'engage à rester moi-même très disponible et à l'écoute de tous les citoyens qui auraient besoin de me parler. Et je compte m'assurer que les messages qui sont laissés à l'administration soient traités rapidement. Je sais que cet hiver, ça n'a pas été le cas parce qu'ils ont été vraiment débordés. On a eu plusieurs changements de personnel. Mais vraiment, c'est une priorité pour moi de connaître vos attentes et puis d'essayer d'y répondre le mieux possible, mais en sachant que à l'impossible, nul n'est tenu. Alors, merci pour votre attention et merci aux oubliés de l'autobus pour ce bel échange. Merci. Alors, merci à tout le monde d'être venu. Merci d'avoir participé. Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés à placer les chaises et tout. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Vous avez reçu le guide de l'électeur. Le vote par anticipation est le dimanche 31 octobre de 9h30 à 20h et le scrutin général dimanche le 7 novembre de 9h30 à 20h. L'enregistrement de cette rencontre d'aujourd'hui va être diffusé sur Internet. Notre site oubliésdel'autobus.siteweb.ca, vous l'avez dans notre dépliant qui est à la porte. Vous pouvez aussi aller voir vireauvert.org qui va aussi le diffuser. Merci.